Maryland, en banlieue de Baltimore, un jeu de cache-cache tourne au cauchemar pour une fillette de 9 ans. Des témoins identifient un suspect, le piège grâce à tout un réseau de preuves indirectes. 8 ans plus tard, le verdict final sera rendu grâce à des analyses génétiques. En Californie, une femme est attaquée sauvagement au cours de son sommeil par un présumé tueur en série. Elle tombe dans le coma. Les enquêteurs font tout pour trouver un suspect. Quand elle reprend enfin connaissance, elle divulgue l'identité de son assaillant. Ce n'est pas un inconnu. Dans le passé, si un suspect n'avait pas un alibi à toute épreuve, il pouvait être perdu sur la foi d'un simple témoin oculaire ou de preuves indirectes. Mais aujourd'hui, grâce à l'ADN, on peut disculper des gens faussement accusés en fournissant des preuves de leur innocence. Au cours de l'après-midi du 25 juillet 1984, à Rosedale, en banlieue de Baltimore, les policiers répondirent à l'appel d'un père en proie à la panique. Thomas Hamilton signala la disparition de Dawn, sa fillette de 9 ans. C'était la sœur de Thomas qui, ce matin-là, avait la garde de Dawn et de sa cousine de 8 ans, Lisa, qui raconta à la police que Dawn et elle étaient allés jouer près d'un étang vers 10h30. Le secteur boisé tout autour offrait un terrain idéal pour jouer à cache-cache. Mais après un certain temps, elle se rendit compte que Dawn était introuvable. Elle se dit qu'elle avait peut-être décidé de rentrer à la maison. Mais ce n'était pas le cas. 1 heure s'écoula. Inquiète, sa tante appela le père de la fillette. Thomas Hamilton savait que Dawn connaissait bien le boisé et il ne croyait pas qu'elle ait pu s'y égarer. Il craignait déjà le pire. Une équipe de recherche composée des membres de la famille, d'amis et de policiers se mit à ratisser le boisé derrière l'immeuble. Après plusieurs heures, ils n'avaient toujours rien trouvé. Puis, vers 17h, l'un des membres de l'équipe fit une découverte inquiétante. Un sous-vêtement d'enfant était accroché à une branche d'arbre. Les policiers fouillèrent immédiatement ce secteur en particulier. Quelques minutes plus tard, leurs craintes furent confirmées. Gisant face contre terre dans un buisson se trouvait le corps inerte de Dawn Hamilton, 9 ans. On lui avait fracassé le crâne. De plus, elle semblait avoir été violée. Des techniciens furent envoyés sur la scène du crime. Ils mirent de côté le sous-vêtement de la fillette. Peut-être cachait-il quelques traces du meurtrier. Ils ramassèrent un bloc de béton qui se trouvait près de la tête de la victime. Le tueur l'avait vraisemblablement utilisé pour fracasser le crâne de Dawn. On envoya le corps de la fillette au bureau du médecin légiste pour le faire autopsier. La nouvelle du meurtre de Dawn se propagea rapidement dans la ville. Tony Pipitone, reporter au Baltimore Evening Sun lors de cet homicide, suivait l'enquête de près. Le meurtre de Dawn Hamilton fit bientôt la une des journaux.
Pour la région, c'était une nouvelle d'importance. Ce n'est pas tous les jours qu'une fillette de 9 ans disparaît et qu'on la retrouve assassinée. Il y avait là une population assez importante. Nous voulions tous savoir qui avait fait ça et si les policiers l'avaient trouvée. Les enquêteurs espéraient que l'autopsie leur fournirait des indices sur l'identité du meurtrier. Le médecin légiste constata que Dawn Hamilton n'était pas morte des suites du coup porté à sa tête. Après l'avoir battue, le tueur l'avait étranglée. Certains signes laissaient présumer que la fillette avait été violée, même si le médecin légiste ne trouva aucune trace de sperme sur son corps. Il en trouva toutefois une infime quantité sur le sous-vêtement. On le fit analyser. Malheureusement, c'était bien avant le développement des analyses génétiques et les experts ne purent fournir l'ADN du meurtrier aux policiers. On fit appel au public pour obtenir de l'aide, mais les enquêteurs n'obtinrent pas de piste dans l'immédiat. Un peu plus tard, cependant, 2 garçons du secteur de Rosedale vinrent parler à la police. Ils avaient aperçu Dawn avec un homme étrange près de l'étang quelques heures seulement avant la découverte du corps de la fillette. Plus tôt ce matin-là, les 2 garçons étaient à la recherche de tortues dans le même secteur. Ils avaient eu envie de montrer leur prise à un inconnu qui pêchait dans l'étang. Pendant qu'ils parlaient à l'homme, Dawn Hamilton sortit du boisé. Elle cherchait sa cousine Lisa et demanda au garçon de l'aider à la trouver. Ils refusèrent de participer au jeu, mais l'homme s'y intéressa. Un moment plus tard, Dawn disparut dans le boisé accompagnée de l'inconnu. Les garçons décrivirent l'homme à la police. Il mesurait plus d'1,90 m, avait des cheveux blonds frisés et une moustache. Avec l'aide d'un dessinateur judiciaire, le visage du suspect commença à prendre forme. Pour les gens qui suivaient l'enquête de près, ce portrait robot constituait un indice important. La police disposait du témoignage de ces 2 garçons qui l'avaient vu emprunter le sentier, accompagné d'un homme qui voulait l'aider à trouver son ami. Les policiers pensaient que cet homme était la clé de l'énigme. Le portrait robot du présumé meurtrier de Dawn Hamilton fut rapidement remis aux médias pour être diffusé. Les policiers firent également du porte-à-porte partout dans Rosedale. De nombreux habitants du quartier déclarèrent avoir vu cet homme rôder dans le secteur le jour du meurtre. Personne ne l'avait vu auparavant ni ne savait qui il était. L'enquête menaçait de s'embourber et la pression sur les policiers se faisait de plus en plus forte. Ces derniers demandèrent à nouveau l'aide du public. Ils firent publier le profil psychologique du meurtrier de Dawn dans les journaux de la région. Les enquêteurs avaient fait faire un profil psychologique. Selon cette analyse, le responsable de ce crime s'était sans doute disputé avec une femme qui le dominait. Il pouvait avoir reporté sur la petite fille sa rage envers sa femme. Celui qui avait fait ça avait grandi près d'un plan d'eau parce qu'il se trouvait près de l'étang où les garçons pêchaient. Il s'était rendu là pour y trouver comme un refuge car il traversait une période difficile. La police reçut alors des centaines de pistes. Un homme qui souhaitait conserver l'anonymat appela pour dire qu'il avait reconnu l'homme du portrait robot et du profil psychologique. Selon lui, il s'appelait Kirk Bloodsworth. Un détective qui entendit la conversation téléphonique connaissait déjà ce nom. La femme de Kirk Bloodsworth avait signalé sa disparition peu après la découverte du corps de Dawn Hamilton. Les enquêteurs qui croyaient qu'il pouvait y avoir un lien entre les 2 affaires parlèrent rapidement à la femme de Bloodsworth. Elle déclara qu'au cours des semaines précédant le meurtre de Dawn, son mariage avait commencé à se détériorer. Kirk l'avait accusé de dépenser plus d'argent qu'il n'en gagnait.
Frustrée, elle ne cessait de le relancer. Plus la tension au sein du couple augmentait et plus il devint distant et taciturne. Une semaine après le meurtre de Dawn, Kirk disparut. Sa femme n'avait pas eu de ses nouvelles depuis. Kirk Blodsworth était donc impliqué dans une relation tumultueuse, exactement comme l'indiquait le profil psychologique. Dans ce même document, on y mentionnait qu'il était attiré par l'eau. La femme de Kirk croyait que son mari était peut-être retourné dans sa ville natale, située dans la baie de Chesapeake. Avec ce profil, tout concordait. Blodsworth avait grandi sur la côte est du Maryland. Il faisait partie d'une famille de pêcheurs. Kirk Blodsworth était maintenant le suspect numéro 1 dans le meurtre de Dawn Hamilton, 9 ans. Mais tant qu'on ne saurait pas où il se cachait, l'issue de l'enquête serait incertaine. Les autorités de la banlieue de Rosedale, près de Baltimore au Maryland, croyaient enfin avoir identifié un suspect pour l'agression sexuelle et le meurtre brutal de Dawn Hamilton, une fillette de 9 ans. On avait découvert son corps à quelques centaines de mètres de chez elle. Un homme, par un appel anonyme, déclara connaître l'individu du portrait robot. Il ressemblait à un certain Kirk Blodsworth, disparu une semaine après le meurtre. Selon la femme de ce dernier, Blodsworth était sans doute retourné dans sa ville natale de Cambridge, sur la côte est du Maryland. Les policiers ratissèrent la petite ville côtière. Ils trouvèrent un des amis du suspect. Ce dernier affirma que Blodsworth était bien revenu depuis peu à Cambridge. Il lui avait même confié qu'il avait fait quelque chose de grave et qu'il ne pouvait retourner à Baltimore. L'ami ne lui avait pas posé de questions. Il donna aux policiers l'adresse de Blodsworth. Ils allèrent le chercher pour le soumettre à un interrogatoire. Kirk Blodsworth nia toute implication dans l'homicide, mais il fut incapable de dire où il se trouvait au moment du meurtre. Les enquêteurs lui demandèrent ensuite ce qu'il avait fait de si grave pour ne pas pouvoir retourner à Baltimore. Blodsworth déclara qu'il n'avait pas emmené sa femme au restaurant et qu'il était sûr qu'elle ne lui pardonnerait jamais. Pour les policiers, cette explication était complètement ridicule. Ils lui montrèrent un bloc de béton identique à celui trouvé sur la scène du crime et une photo de la victime pour voir comment il réagirait. On a mis le bloc dans la salle d'interrogatoire sans dire un mot à ce sujet et surveiller ses réactions. Je me rappelle qu'un des détectives a déclaré que son regard était constamment attiré par ce bloc. Le suspect était bien le meurtrier de Dawn Hamilton. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, Kirk Blodsworth se rappelle qu'il eût été bien incapable de convaincre les détectives de son innocence. Il me bombardait sans arrêt de questions. Et tout ce que je pouvais dire, c'est « Je ne l'ai pas fait, je vous l'assure. Ce n'est pas moi. Non, je ne me rappelle pas où j'étais, mais je ne l'ai pas fait. Peu importe où j'étais, je n'étais pas en train de tuer cette fillette ce jour-là. » Les preuves continuaient cependant à s'accumuler contre ce dernier. On demanda au garçon qui avait aidé à dresser le portrait robot d'identifier le suspect à partir de photos judiciaires. Blodsworth était plus petit et plus costaud qu'il l'avait décrit et la couleur de ses cheveux était différente, mais ils choisirent sa photo en affirmant que c'était bien l'homme qu'ils avaient vu avec Dawn près de l'étang. De nombreux habitants de Rosedale identifièrent également Blodsworth comme étant l'homme qu'ils avaient vu rôder dans les parages le jour du meurtre. À l'aube, le 9 août 1984, les policiers se rendirent sur la côte est chez le cousin de Blodsworth, où ce dernier s'était installé temporairement. Il était 3h moins le quart du matin. Ils ont dit « Le voici ». De fait, je me suis alors retourné et j'ai regardé derrière moi pour voir la personne dont il parlait. Le petit ami de ma cousine ou quelqu'un d'autre. Il ne pouvait s'agir de moi.
J'étais en état de choc. Il y avait là 20 personnes sur la pelouse, avec leurs armes et leurs voitures de police, tout autour de la maison, en avant, en arrière, partout. Kirk Blodsworth fut accusé de meurtre au premier degré. Bien que les preuves contre lui ne fussent qu'indirectes, les procureurs espéraient qu'on lui impose la peine la plus sévère. Les garçons l'avaient identifié comme étant l'inconnu qui avait accompagné Down dans le boisé. C'était une identification visuelle, mais aucune preuve matérielle ne démontrait qu'il s'était trouvé sur la scène du crime ou qu'il avait tué la fillette. Malgré tout, le jury ne mit que 3 heures avant de trouver l'accusé coupable de meurtre et d'agression sexuelle. 2 semaines plus tard, Kirk Blodsworth, 21 ans, retourna en cour pour connaître sa sentence. Kirk s'est levé pour dire « C'est un simulacre de justice, d'une absence de justice. Il n'aurait jamais fait ça à une fillette. Le juge l'a condamné à mort. » Le moment le plus terrible, c'est quand on m'a condamné à mort et que le public s'est mis à applaudir à l'annonce de mon exécution. En prison, Blodsworth se jura de faire renverser le verdict. Il eut bientôt l'autorisation d'aller en appel. Lors de son second procès, le juge commua sa peine de mort en 2 peines d'emprisonnement à vie consécutives. Mais pour cet homme qui disait ne pas être impliqué dans le meurtre de Don Hamilton, c'était une piètre consolation. C'est alors que Blodsworth apprit l'existence d'une nouvelle technique d'analyse d'ADN à laquelle on avait recours pour faire condamner des criminels. Une idée germa alors dans son esprit. Je me suis dit que si ça pouvait prouver l'implication d'un criminel, ça pouvait peut-être aussi servir à prouver l'innocence de quelqu'un et lui redonner la liberté. À l'instar de Blodsworth, Ed Black, expert du laboratoire Forensic Science Associates en Californie, pensait que le développement en matière d'analyse génétique représentait à présent un espoir pour le prisonnier. Au moment du meurtre de Don Hamilton, on ne disposait pas des techniques d'analyse d'ADN. Ce n'était pas parce que la science ne connaissait pas encore la génétique. Nous connaissions l'ADN, mais nous ne l'avions jamais utilisé dans un cadre judiciaire. La technique, du point de vue de la criminalistique, n'était pas encore au point. Heureusement pour Kirk Blodsworth, les choses avaient changé depuis les années 80. Les experts se penchèrent sur son cas. Le seul article qui pouvait l'innocenter était le sous-vêtement de Don trouvé sur la scène du crime. Les experts étaient cependant confrontés à 2 problèmes. D'abord, rien ne garantissait que l'on pouvait encore identifier sur le vêtement l'empreinte génétique de quelqu'un. Deuxièmement, même si on le pouvait, cet indice avait été conservé dans un environnement non contrôlé depuis près de 9 ans, ce qui avait sans doute trop dégradé les échantillons d'ADN pour qu'ils soient encore d'une quelconque utilité. Mais les experts eurent de la chance. Ils remarquèrent une minuscule tache sur le tissu qui semblait être du fluide biologique. Grâce à un microscope ultra puissant, ils constatèrent qu'ils disposaient d'un échantillon viable qui ne contenait qu'un seul segment d'ADN. Quelques années plus tôt, cet échantillon aurait été beaucoup trop petit pour être analysé. Mais les experts disposaient depuis peu d'une nouvelle technique révolutionnaire, l'amplification en chaîne par polymérase. Par cette technique, on isole un seul segment génétique contenant de l'ADN. Lorsqu'il est isolé, l'ADN est copié plusieurs millions de fois afin de fournir assez de matière à analyser. On pourrait comparer l'ADN aux lettres d'un livre. Ces lettres forment des phrases qui, à leur tour, forment des paragraphes et des chapitres. Notre langage repose sur un code composé de 26 lettres.
L'ADN compte 4 lettres. Le processus de polymérisation fouille dans tout le livre à la recherche de la phrase que l'on veut analyser. Il la copie ensuite de nombreuses fois pour que la phrase soit plus facile à lire. La procédure fut couronnée de succès. Après avoir comparé le profil génétique de Kirk Blodsworth à celui qui provenait des indices, Blake conclut que Blodsworth ne pouvait pas avoir tué Don Hamilton. On contacta le prisonnier pour lui annoncer la bonne nouvelle. Les larmes perlaient sur mon visage et j'ai levé les bras au ciel. J'ai fondu en larmes devant les cellules sur mon étage et j'ai crié que tout était enfin fini. Je me rappelle que mes bras étaient levés. J'étais en extase. Le gouverneur du Maryland donna immédiatement son pardon à Blodsworth. Le 28 juin 1993, après avoir passé près de 9 ans derrière les barreaux, on le libéra de prison. On lui donna par la suite la somme de 300 000 $ à titre de compensation. Son retour dans sa ville natale sur la côte Est fut malgré tout empreint de tristesse. Sa mère était décédée et n'avait pas vécu assez longtemps pour le voir enfin libre. Ma mère savait que j'étais innocent. Elle connaissait son fils. Elle savait que quelqu'un qu'elle avait élevé ne pouvait pas avoir agi ainsi. Peut-être toutes les mères le croient-elles, mais elle connaissait très bien son fils. En tout cas, elle me connaissait assez pour savoir que j'étais derrière les barreaux pour un crime que je n'avais pas commis. Pour les policiers de Rosedale, au Maryland, tant que le meurtrier de Don Hamilton n'aura pas été arrêté, l'enquête restera ouverte. Au Maryland, un innocent a été libéré grâce à des techniques judiciaires de pointe. En Californie du Sud, un meurtrier condamné déclarerait aussi qu'il payait à la justice la dette d'un autre homme. Vers 2 heures du matin, le 30 septembre 1979, Kevin Green rentrait à son appartement à Tustin, en Californie, après être allé s'acheter de quoi manger. Bien qu'il ne se fût absenté qu'une demi-heure, ses vêtements avaient été éparpillés partout dans l'appartement. Il trouva Diana, sa femme enceinte, dans leur lit, inconsciente. Elle saignait abondamment. Green appela rapidement la police. Des policiers et des ambulanciers arrivèrent en trombe sur les lieux. Diana était encore en vie, mais dans un état critique. Elle avait été sauvagement battue. Après avoir stabilisé son état, les ambulanciers la conduisirent d'urgence à l'hôpital. Là, cette femme enceinte d'à peine 20 ans tomba dans le coma. Les techniciens judiciaires commencèrent à fouiller les lieux à la recherche de tout indice que l'assaillant avait pu laisser derrière lui. Il n'y avait aucune empreinte digitale, ni cheveux, ni fibres. Rien ne semblait avoir été volé dans l'appartement. On recueillit du sang et une infime quantité de fluide biologique dans le lit. Comme le seul témoin de cette attaque était dans le coma, les policiers se tournèrent vers Kevin Green pour obtenir des réponses. Ce caporal des Marines déclara aux enquêteurs que Diana et lui avaient reçu des amis plus tôt dans la soirée. Vers 1h30, peu après le départ des invités, Kevin avait faim et il sortit chercher de quoi manger. Il y avait de nombreuses fêtes dans le quartier. Kevin oublia de verrouiller la porte. En se rendant à sa voiture, il remarqua un homme de race noire errer sans but dans la rue. Il ne l'avait jamais vu auparavant. Avec toutes les fêtes qui se déroulaient un peu partout, Green n'en fit pas de cas.
Quand il rentra chez lui 30 minutes plus tard, il aperçut le même homme monté dans un camion noir. Il n'eut pas vraiment l'occasion de bien voir son visage. Après avoir vu le camion partir, Green entra chez lui. Il croyait que cet inconnu était peut-être impliqué dans l'agression de Diana. Il déclara que son mariage fonctionnait très bien. Personne dans son esprit ne pouvait en vouloir à sa femme au point de lui faire cela. Il ne me venait aucune hypothèse en tête. Je n'avais jamais été l'objet de menaces. On n'avait jamais fait allusion à quelque chose du genre devant moi. Elle n'avait aucun ennemi et moi non plus. Pourquoi cela s'était-il produit et que s'était-il passé exactement? Au laboratoire judiciaire, les techniciens commencèrent à ébaucher des réponses à ces questions. Les fluides biologiques recueillis sur le corps de Diana Green indiquaient qu'elle avait été violée. Mais à cette époque, c'est-à-dire avant le développement des analyses génétiques, les enquêteurs pouvaient difficilement relier ces échantillons à un individu en particulier, même s'ils venaient à disposer d'un suspect. Ce n'était pas le seul obstacle auquel ils étaient confrontés. Même si Diana Green était encore en vie, la détective Barbara Geisler du service des homicides savait bien qu'elle devrait résoudre cette enquête sans son témoignage oculaire. D'après ce que m'ont dit les médecins à l'hôpital, les blessures à son crâne équivalaient à ce qu'elle aurait subi si elle avait fait une chute de 2 étages, tête première. Sa survie tenait du miracle. Et si elle survivait, elle aurait sans doute une importante perte de mémoire. En examinant les détails de l'agression sexuelle de Diana Green, quelque chose sauta immédiatement aux yeux des enquêteurs. Le mode d'opération ressemblait à s'y méprendre à celui de 4 autres viols, suivis de meurtres non résolus commis dans Orange County au cours des 9 derniers mois. Dans tous les cas, de jeunes femmes avaient été violées et brutalement battues à mort. De plus, chaque fois, le meurtrier s'était introduit chez ses victimes par des portes non verrouillées. Sur chacune des scènes de crime, aucun objet de valeur ne manquait, ce qui indiquait que le mobile n'était pas le vol. Bien que Diana ait été la seule victime qui fut mariée et aussi la seule survivante, les détectives étaient persuadés que les crimes étaient reliés les uns aux autres. Diana Green avait miraculeusement survécu à l'attaque de ce tueur en série, mais la vie du bébé qu'elle portait ne tenait qu'à un fil. Le lendemain de l'attaque, alors qu'elle était toujours dans le coma, la situation devint critique. Une infirmière est venue vérifier l'état du bébé et écouter les battements de son cœur, mais elle a été incapable de les percevoir. Il n'y avait plus rien. C'était arrivé tout d'un coup, sans avertissement. Il n'y avait plus rien à faire. Le cœur du bébé s'était arrêté, et quand nous nous en sommes aperçus, il était déjà trop tard. Le tueur en série, surnommé par la presse le bedroom basher, le batteur des chambres à coucher, avait pris une autre vie innocente. Et bien que la publicité entourant la mort du fœtus ait suscité une importante réaction au sein de la population, on n'obtint aucune piste intéressante. Puis, 8 jours après le viol de Diana Green, les policiers furent appelés à un immeuble à seulement 3 pâtés de maison de chez elle. Il y avait eu un autre homicide. Deborah Kennedy, 24 ans, avait été retrouvée morte par sa colocataire. Le médecin légiste sur les lieux conclut que la jeune femme avait été violée, puis frappée à mort avec un objet contondant dans son appartement du rez-de-chaussée. Des policiers recueillirent du sperme du meurtrier, mais aucun autre indice sur son identité. On comptait à présent 6 attaques semblables en moins d'1 an. 5 femmes et un fœtus étaient décédés. Les détectives n'avaient aucune piste. Diana sortit de son coma.
Mais ses blessures au crâne prirent toutefois plus de temps à guérir que prévu. Sans son précieux témoignage, il était difficile d'identifier le meurtrier. Un mois plus tard, après avoir obtenu son congé de l'hôpital, Diana recouvra enfin la mémoire. Elle avait hâte de parler à la police. Même si elle n'avait pas encore retrouvé la faculté de parler, elle put toutefois communiquer l'identité de son assaillant. Selon elle, la personne responsable de la mort de son bébé n'était pas un inconnu. C'était son mari, Kevin Green. Selon Diana, le soir de l'attaque, Kevin et elle s'étaient disputés âprement. Kevin désirait avoir une relation sexuelle, mais Diana, qui était alors enceinte de 9 mois, avait rejeté ses avances. Frustré, Kevin l'avait alors attaquée et l'avait frappée au front avec son porte-clés avant de la violer. Maintenant, les enquêteurs devaient considérer la possibilité que Kevin soit impliqué dans les 5 autres meurtres non résolus d'Orange County. Ils reconstituèrent ses déplacements de l'année précédente. Ils s'aperçurent rapidement qu'il ne pouvait pas être le bedroom basher. Toutefois, il pouvait avoir maquillé la scène pour que son crime ressemble à ceux du tueur en série. Les termes que nous avons utilisés pour décrire les événements et que nous utilisons encore aujourd'hui, c'était que le mari avait peut-être commis le crime, et je cite, en le rendant en tout point conforme aux autres crimes du tueur en série, dont on avait abondamment parlé dans tous les médias de la région. Pour confirmer leurs soupçons, les détectives interrogèrent le couple d'amis qui avait passé la soirée en leur compagnie quelques heures avant l'agression. Tous deux parlèrent d'une relation tendue entre Kevin et Diana. Selon eux, peu de temps après que la jeune femme ait appris qu'elle était enceinte, Kevin avait été violent avec elle au cours d'un dîner. Il était convaincu qu'elle se servirait de sa grossesse pour éviter d'avoir des relations sexuelles avec lui. Toujours selon ces mêmes amis, le mariage entre Kevin et Diana n'était pas un mariage heureux. Convaincus qu'ils étaient sur la bonne piste, les enquêteurs convoquèrent Kevin à un interrogatoire. Pour corroborer la déposition de Diana, ils recueillirent le porte-clés qu'il avait vraisemblablement utilisé pour la frapper. Une analyse révéla plus tard qu'il n'y avait aucune trace de sang. Kevin ne put toutefois expliquer pourquoi sa femme croyait avoir été battue par lui. Il affirma à nouveau qu'il n'avait aucun lien avec cette agression en ajoutant qu'il était alors à l'autre bout de la ville, occupé à s'acheter un repas. Pour le lieutenant Bill Fisher de la police de Tustin, l'alibi du suspect était louche. Un des éléments qui clochait, c'était qu'il était allé à un restaurant identique à celui qui se trouvait en face de chez lui. Les deux succursales étaient ouvertes 24 heures par jour et avaient un service à l'auto. Pourquoi aurait-il choisi de passer devant le restaurant le plus près de chez lui pour se rendre dans un autre quartier? Le 30 novembre 1980, le caporal des Marines fut mis en état d'arrestation. Il continua à déclarer qu'il était innocent. Il était persuadé que le vrai coupable était l'inconnu qu'il avait aperçu la nuit de l'attaque. Les policiers ne partageaient pas sa conviction. Ils m'ont arrêté et jeté en prison pour meurtre au premier degré, tentative d'un second meurtre, en plus d'un assaut avec objet dangereux ayant causé des blessures graves. On a fixé ma caution à 250 000 $. Le monde entier pouvait lire à la une « Marine arrêté pour avoir battu sa femme et tué sa fillette ». Les avocats de la défense de Kevin Green, lors de son procès, s'étaient bien préparés, mais le témoignage émotionnel de Diana gagna la faveur du jury. Green fut déclaré coupable de tous les chefs d'accusation qui pesaient contre lui et condamné à un emprisonnement à vie. Même s'il en fit la demande à plusieurs reprises, on refusa de renverser ce verdict. 15 ans plus tard, il avait épuisé toutes ses chances d'aller en appel.
Comme il déclarait n'avoir jamais commis les crimes et que par conséquent il ne montrait aucun remords, on lui refusa la liberté conditionnelle en 1988, 91, 93 et 95. Il devait se résigner à l'idée de mourir en prison, même s'il se savait innocent. Après 15 ans d'incarcération pour le viol de sa femme enceinte et le meurtre du bébé qu'elle portait, Kevin Green continuait de proclamer son innocence. Maintenant que toutes ses tentatives d'appel étaient épuisées, il ne lui restait plus qu'un seul espoir, que le tueur en série surnommé le Bedroom Basher, le vrai coupable selon lui, soit capturé un jour. À l'été 1995, le détective Tom Tarpley de Tustin apprit l'existence d'une nouvelle base de données génétiques qui pouvait peut-être donner un nouveau souffle à l'enquête. On nous a informé qu'une nouvelle base de données, gérée par l'État de la Californie, nous permettait de comparer les profils génétiques de tous les criminels reconnus, comme les prisonniers et les individus condamnés pour avoir commis des crimes graves, à celui que nous avions obtenu sur la scène d'un crime non élucidé. En termes plus simples, on pouvait comparer le profil génétique d'un suspect dans une affaire non résolue à celui d'un criminel reconnu. Le détective Tarpley demanda à ce qu'on lui remette tous les dossiers des meurtres en série non résolus qui pouvaient contenir des preuves génétiques. Le lieutenant Bill Fisher, qui avait également travaillé sur l'affaire Kevin Green, avait un tel cas en main. Il remit à Tarpley le dossier de Deborah Kennedy, 24 ans, qui avait été frappée à mort quelques jours seulement après l'attaque de Diana Green. Pour faire avancer le dossier de l'enquête entourant le Bedroom Basher, les détectives acheminèrent les échantillons recueillis au laboratoire judiciaire d'Orange County pour analyse. 16 ans s'étaient écoulés depuis la cueillette de cet indice. L'expert Frank Fitzpatrick doutait de pouvoir tirer quelque chose de ce vieil échantillon après tout ce temps. Notre problème, c'est que la boîte contenant les échantillons de sperme n'avait pas été réfrigérée ni congelée. Nous n'avions pas la moindre idée de l'état dans lequel se trouverait l'indice biologique. Les techniciens eurent de la chance. Il restait encore une infime partie de matière génétique sur un morceau du drap de Deborah Kennedy. Grâce à la technique de polymérisation, ils en firent plusieurs copies pour obtenir assez de matière à analyser. Le résultat, le profil génétique du meurtrier de Deborah Kennedy. Lorsque les enquêteurs introduisirent ce profil dans la base de données, l'ordinateur trouva son propriétaire. C'était l'ADN d'un homme emprisonné pour un viol. Les enquêteurs allèrent en prison interroger Gerald Parker, 40 ans, qu'on croyait impliqué dans l'affaire du Bedroom Basher. Bien qu'il fût évasif, Parker ne contredit pas le fait qu'on l'accusait du meurtre de Kennedy. Il n'a pas dit clairement « j'ai fait ça », mais il ne s'est pas défendu de ne pas l'avoir fait non plus. Parfois, c'est aussi valable qu'un aveu. À cette étape, c'était un peu comme le jeu du chat et de la souris. Devant l'insistance des enquêteurs, Parker finit par admettre avoir tué Deborah Kennedy. Cet ex-marine déclara aussi vouloir parler d'une autre affaire. Il avoua qu'il avait violé Diana Green en 1979. Son mari, Kevin Green, était donc innocent. Selon lui, le 30 septembre 1979, il s'était introduit dans l'appartement de Green quand il l'avait vu partir en voiture. À l'aide d'un madrier, il frappa Diana pendant qu'elle dormait. Puis il la viola et quitta furtivement l'appartement. Les policiers ne pouvaient pas s'expliquer le faux témoignage de Diana.
Maintenant, il devait envisager la possibilité que Kevin Green fût innocent, comme il l'affirmait depuis le début. Nous étions confrontés à un grave dilemme. Cet homme était en prison depuis plusieurs années pour un crime qu'il n'avait pas commis. Il était maintenant de notre devoir de démontrer que Parker était bien le meurtrier. C'est là que l'aspect humain entrait en ligne de compte. Nous devions obtenir des informations de cet homme pour remettre Kevin Green en liberté s'il n'était pas le coupable. La meilleure façon de procéder consistait à analyser les preuves matérielles. Les échantillons biologiques recueillis suite à l'attaque de Diana Green furent envoyés au labo, accompagnés des échantillons de tous les cas imputés au Bedroom Basher. Au laboratoire judiciaire d'Orange County, les experts obtinrent le profil génétique de tous les échantillons. Ils provenaient tous, sans exception, de Gerald Parker. On transmit le résultat de cette découverte aux enquêteurs. Nous disposions désormais de preuves matérielles solides, de même que des aveux de Gerald Parker que c'était bien lui qui avait violé Diana Green. Avec ce doute raisonnable, la condamnation de Kevin Green ne tenait plus la route. Nous devions entamer le processus pour le libérer. Le 20 juin 1996, après 17 ans d'incarcération, Kevin Green fut enfin remis en liberté. Après que les détectives l'eurent reconduit à l'aéroport, Green fit ses premiers coups de téléphone en tant qu'homme libre. J'ai appelé mon père pour lui dire « Devine où je suis ». Il a toujours pensé que j'allais tenter de m'évader de prison. Il m'a alors dit « Eh bien, je sais où tu devrais te trouver ». Je lui ai répondu que j'étais à l'aéroport de Salinas et qu'on me raccompagnait à Orange County pour me libérer. « Je rentre à la maison », lui ai-je dit. Pendant un moment, ça a été le silence complet. Puis il m'a demandé si j'avais des menottes. Je lui ai répondu « Non ». C'est là qu'il m'a cru. Pour lui, un meurtrier jugé coupable ne pouvait pas quitter la prison sans menottes, à moins d'avoir été remis en liberté. En 1988, Gerald Parker a comparu devant les tribunaux. On l'a déclaré coupable du viol de Diana Green et du meurtre de son bébé à naître. Il a également été jugé coupable du meurtre de 5 autres femmes. Sa peine, la condamnation à mort. La banque de données génétiques est à mon avis la meilleure chose qui soit arrivée à notre système judiciaire. Non seulement elle nous permet de faire condamner des individus ayant commis des crimes graves comme des viols et des meurtres, mais elle nous permet aussi de redonner la liberté à des innocents comme Kevin Green. Kevin Green est retourné vivre dans sa ville natale du Midwest. Bien qu'il se soit remarié depuis et qu'il ait recommencé à vivre une vie normale, rien ne pourra effacer cette éprouvante expérience de sa mémoire. Cette expérience, comme toute expérience dans la vie, m'a changé. Le temps a passé et j'ai changé sous plusieurs aspects. J'ai pris de la maturité. Je me suis donné une bonne formation. J'ai appris à lire bien mieux qu'avant. J'avais obtenu mon diplôme d'études secondaires par la peau des dents. J'ai obtenu mon diplôme au collège de la prison avec une moyenne de A. Ce n'était donc pas que je manquais d'intelligence, c'était plutôt que j'étais incapable de me concentrer. Je crois que je comprends mieux la vie. Je suis prêt à accepter beaucoup de choses, mieux que beaucoup de gens autour de moi, parce que j'ai le sentiment que Dieu a un plan pour chacun de nous. L'expérience d'innocents comme Kirk Blodsworth et Kevin Green n'est pas passée inaperçue. Le 11 février 2000, le sénateur Patrick Leahy du Vermont, également président du comité judiciaire du Sénat, a fait adopter une nouvelle loi pour s'assurer que plus jamais des innocents soient condamnés pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. La responsabilité de mettre quelqu'un derrière les barreaux pour le restant de ses jours ou de le condamner à mort est énorme. On doit être absolument certain de condamner le vrai coupable. En ce moment, notre système judiciaire n'est pas à toute épreuve. De nombreux innocents sont condamnés. Ça ne devrait pas être le cas,
Il est assez facile d'apporter des correctifs et il est plus que temps de le faire. Les enquêteurs affectés aux homicides doivent souvent se baser sur des preuves indirectes pour obtenir gain de cause. Mais parfois, les apparences sont trompeuses. Grâce aux sciences de la criminalistique, on peut maintenant rendre justice à d'honnêtes personnes injustement accusées en mettant au grand jour des preuves de leur innocence.